Bonjour, oui, mon nom c'est Julie Tran. J'utilise les pronoms elle. Donc, en fait, aujourd'hui, je serai votre animatrice pour le webinaire qui est l'enjeu contemporain du travail relationnel au Québec et pratique, syndical et résistance. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est un rendez-vous, un midi webinaire par rapport avec justement une activité au sein de l'Observatoire des profilages sur les enjeux aussi de secteur communautaire. Donc, on le voit que en fait, le thème est quand même assez important, surtout avec tout le contexte, tu sais, de la pandémie, de la COVID-19, qu'on a pu voir que ça a eu quand même des impacts sur les travailleurs et le milieu communautaire. Donc, avant de débuter justement notre webinaire, c'est important aussi de faire cette reconnaissance des terres non cédées auxquelles que nous sommes aujourd'hui. Donc, en fait, il faut reconnaître que nous nous réunissons aujourd'hui sur un territoire qui n'a jamais été cédé à des Premières Nations et que bien notre rencontre se fait virtuellement. Nous reconnaissons au sein de l'Observatoire des profilages que l'Université de Montréal, située à Montréal-Tiohtià:ke, est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Puis aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Puis actuellement, aujourd'hui, si on parle des enjeux entourant le milieu communautaire, il est vraiment important de réitérer qu'encore aujourd'hui, plusieurs organismes communautaires travaillant auprès des Premières Nations sont sous-financés, qu'elles continuent à vivre du profilage racial, et ce, dans diverses instances. Et donc, nous sommes tous, tu sais, les personnes membres de l'Observatoire des profilages, les personnes qui participent aux activités, nous nous engageons en fait à défendre les principes de solidarité et de respect aux côtés des premiers peuples dans la communauté et dans nos activités. Puis pour ce faire, en fait, j'invite tout le monde à partager justement dans quel territoire vous êtes, ou sinon, si vous ne connaissez pas nécessairement le territoire où vous êtes situé, ou vous voulez connaître davantage justement l'histoire de justement votre terre, il est important en fait de pouvoir regarder puis d'explorer justement sur un site que je peux vous partager à tous. Puis c'est toujours intéressant de connaître, tu sais, l'histoire de la terre où nous sommes actuellement, où on fait nos activités, et de réfléchir en fait comment on prend ces espaces-là avec justement un certain privilège qui nous offre profitant aujourd'hui. Donc, par rapport avec toutes les consignes du webinaire aujourd'hui, je vais juste réitérer, même si après 2 ans de Zoom, je pense qu'on devient tous des spécialistes, c'est important quand même de faire des petits rappels. Ce serait de fermer justement vos micros pendant les présentations pour s'assurer vraiment de laisser l'espace, tu sais, aux présentateurs et présentatrices pour s'assurer qu'on peut bien les entendre. Euh, Aussi, pour le webinaire aujourd'hui, nous allons seulement enregistrer les présentations. Donc, durant les 30 minutes de discussion, cette partie-là ne sera non enregistrée. Et donc, justement, si vous voulez prendre parole, je vous invite à le faire après la suite de cette présentation-là pour pouvoir partager et discuter. Et ne vous en faites pas, ce ne sont pas des conversations enregistrées. Donc, avant de commencer nos belles présentations pour ce midi, je vais laisser la parole à Céline Bello, qui est la directrice de l'Observatoire des profilages. Je ne sais pas, Céline, si tu es là, ton micro fonctionne. Je te donne le tour de la parole. Je crois que Céline a un problème de micro, alors je vais prendre la relève. Bonjour, mon nom est Jacinthe Poisson, je suis professionnelle de recherche à l'Observatoire des profilages. Alors, quelques mots sur l'Observatoire. On est donc composé de plus de 30 chercheurs, chercheuses, une vingtaine de partenaires communautaires et institutionnels et une quarantaine d'étudiants et étudiantes à la maîtrise et au doctorat. Le mandat de l'Observatoire, c'est d'assurer une veille, une vigilance afin de développer des nouvelles connaissances sur les pratiques, les expériences de profilage, mais aussi développer des plaidoyers pour soutenir des changements dans les politiques, dans les pratiques institutionnelles qui permettraient d'y mettre fin. Alors, on veut mettre en place une démarche globale, systémique, intersectionnelle, intersectorielle dans la compréhension des profilages. C'est une communauté d'apprentissage stratégique. Alors, aujourd'hui, vous allez entendre des membres chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes de l'Observatoire, mais aussi des alliés qui participent au webinaire aujourd'hui. Les travaux de l'Observatoire portent sur les pratiques, les expériences de profilage, autant dans les secteurs de la police, de la justice, des services correctionnels, mais aussi protection de la jeunesse, santé, services sociaux, aide sociale et migration. Donc, c'est très large. On va mettre dans le chat le site Internet de l'Observatoire pour que vous en sachiez plus sur
la mission, les membres de l'Observatoire, les projets en cours, les événements. Alors, bon webinaire. Merci beaucoup, Jacinthe, pour cette relève. On va débuter en fait notre première conférence qui va débuter en fait avec Romain Pommier qui nous présente des anges gardiens brûlés en tabarnak, syndicalisme communautaire et politisation des relations d'emploi dans le champ de la réduction des méfaits aux usages de drogue. Donc, Romain est chercheur postdoctoral au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Donc, Romain, si tu es là, en fait, je vais te céder la parole et commencer ta présentation. Merci beaucoup, Julie. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à l'Observatoire de nous accueillir aujourd'hui et tout particulièrement à Stéphanie et Hyacinthe pour leur travail. Et merci aussi beaucoup à Mylène Fauvel et Yannick Mozo d'avoir accepté de venir discuter avec nous et de présenter leurs travaux aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, dès maintenant, c'est une partie de ma thèse de doctorat qui s'est intéressée aux conditions de production de l'action communautaire dans un secteur particulier, qui est le secteur de l'intervention auprès d'usagers et d'usagères de drogue à Montréal, qu'on appelle régulièrement la réduction des méfaits. Et plus particulièrement aujourd'hui de s'intéresser, de prendre ce cas-là en fait pour s'intéresser aux conditions avec lesquelles l'action collective, notamment l'action syndicale, est possible et à quel prix au sein du communautaire. Est-ce que vous voyez bien le haut de mon titre de PowerPoint avec le bandeau de partage? Oui, merci. Moi, j'ai plus mes titres, mais c'est pas grave. Donc, le syndicalisme et l'action communautaire, à la base, ne sont pas nécessairement d'ailleurs vus comme étant compatibles au Québec. D'une part, c'est un sujet qui est relativement méconnu, assez peu problématisé. Je me souviens que quand je démarrais au tout début mon terrain de recherche, donc, qui ne portait pas à la base sur la syndicalisation, plusieurs personnes m'avaient dit, donc qui connaissaient bien le milieu, m'avaient dit que la syndicalisation était un fait marginal, voire négligeable dans ce milieu-là et plus généralement dans le communautaire. Et il est apparu au fil de mon terrain, et vous en aurez un extrait tout à l'heure, que ce n'était pas du tout le cas. Au contraire, c'était un enjeu central. Les conditions de travail, plus généralement, et les conditions et la problématisation des relations de travail également ont été des enjeux absolument centraux. Non seulement c'est un enjeu qui est relativement méconnu, mais les rares données qu'on a, parce qu'on n'a pas tant de données que ça fiables sur le communautaire parfois, ou d'enquêtes de grande ampleur, mais en tout cas parmi les rares données qu'on a, sur la syndicalisation montre au contraire, montre justement un faible taux de syndicalisation. Pardon. Donc le CSMO SA, donc un organisme qui s'intéresse pas mal à ces enjeux-là, nous disait en 2019 qu'il y avait environ 4% des organismes communautaires au Québec dont les équipes seraient syndiquées. Mais action communautaire et syndicalisme ne seraient pas compatibles pour d'autres raisons, mais aussi pour des raisons justement culturelles, au sens où l'action communautaire telle qu'elle s'est développée au Québec, mais plus généralement l'action associative, on le voit aussi en Europe, plus généralement en Occident, c'est basé sur des relations de travail qui se voulaient plus ou moins horizontales, avec une proximité sociale entre les personnes cadres et les personnes de plancher, dirons-nous, avec une volonté aussi de non-conflictualité. Et donc, le développement du syndicalisme et donc de la protection syndicale et de l'action syndicale des personnes employées au sein du communautaire se heurterait à ces cultures-là, notamment organisationnelles. Il faut se dire aussi que cette faible syndicalisation et cette incompatibilité apparemment théorique ne peut pas s'expliquer par de bonnes conditions générales de travail, et notamment les travaux de Mylène Fauvel et Yannick Mozo, ici présents aujourd'hui. Nous en parlerons et nous le montrerons tout à l'heure. Mais malgré ça, ce que j'ai pu voir au fur et à mesure de mon terrain, c'est comme je disais tout à l'heure, qu'au contraire, la syndicalisation est absolument centrale dans bien des enjeux au sein des organisations, particulièrement au sein d'une, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et ce qu'on constate également, c'est que donc, le STIC-CSN, c'est un acronyme qui veut dire Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire, affilié à la CSN, est en développement majeur, en expansion majeure depuis environ 2015. Jusqu'à 2015, ce syndicat, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, ne concernait que 2 organismes d'intervention sociale. Et depuis 2015, on est passé à plus d'une dizaine. Et en fait, quand on regarde les noms, pour ceux qui connaissent, celles qui connaissent, Macadam Sud, l'Accueil Bono, Plein Milieu, Dans la Rue, Réseau, le Rapsim et d'autres. Et d'ailleurs, d'autres sont aujourd'hui en cours. Quand on regarde ces noms-là, on se rend compte que c'est en fait la plupart des organisations les plus centrales et les considérées comme étant les plus légitimes de leur secteur d'intervention, dont les équipes se sont syndiquées au cours des 10 dernières années.
Et c'est ces conditions-là d'action collective syndicale que j'essaie d'interroger aujourd'hui en prenant un cas particulier, donc, qui est le secteur de la réduction des méfaits et l'usage de drogue. Je passe sur le contexte, je pense que j'ai déjà pris trop de temps sur la première slide. Je passe sur le contexte de ce secteur-là, qui est plus particulièrement de m'intéresser aux mobilisations syndicales assez importantes comparativement à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qui ont lieu lors, au cours et juste après l'ouverture des services d'injection supervisée à Montréal en 2017. Jusqu'à ce que c'est que la réduction des méfaits et les services d'injection supervisée, donc c'est un champ d'activité aujourd'hui fortement institutionnalisé, qui correspond à une diversité d'activités d'intervention. Il y avait un exemple ici sur la droite de la slide, avec de la pérédance, des unités mobiles, du travail de rue, de intervention en logement, sur le travail, etc. Et qui a ouvert un de ses programmes majeurs phares en 2017, qu'on appelle les services d'injection supervisée, et qui sont, par une exemption à une loi fédérale, les seuls lieux où il est permis d'être en possession de drogue au Canada, et aussi parmi les seuls lieux où on peut se l'injecter sous supervision. Donc, service d'injection supervisé, supervision de personnel d'intervention communautaire et supervision aussi de personnel infirmier. Donc, d'où est-ce que je parle? Ce que je prends aujourd'hui est un bout de mon terrain de thèse qui était plus large, qui a duré une ethnographie d'environ 2 ans. Et les mobilisations dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai notamment pu en observer une partie. Une autre partie, j'ai dû faire le suivi après mon terrain. Mais pendant les 10 mois qui ont suivi l'ouverture de ces services d'injection supervisée. Donc, juste pour commencer, même si je disais tout à l'heure que syndicalisme et intervention communautaire ou action communautaire autonome n'étaient pas forcément compatibles théoriquement, en tout cas dans une vision politique assez classique aujourd'hui, il n'empêche que quand je suis arrivé, le syndicat était déjà implanté dans un des organismes auxquels je me suis intéressé, et dans un des organismes notamment qui a ouvert un ACS, un Cactus Montréal, pour ne pas le nommer. Et en fait, dans ce milieu-là, la syndicalisation a commencé dès le milieu des années 2000, en 2003. Même si elle était déjà dès le début mal reçue. Vous avez ici un exemple, un extrait d'un article de presse de quelques années après cette syndicalisation, d'un président de CA, d'une des organisations concernées, qui dit « Depuis qu'ils sont syndiqués, les employés sont plus tournés vers eux-mêmes, ils se soucient moins de la clientèle ». Et donc, dès le début, la syndicalisation a été mal reçue, a été associée à une forme d'égoïsme et d'égocentrisme de la part des personnels d'intervention qui mettaient déjà à l'époque en opposition, d'un côté, le bien-être des personnes usagères de drogue, mais aussi usagères des services, et de l'autre côté, les personnes employées. Même si, à plusieurs égards, ces distinctions-là ne tiennent pas. Ça serait une autre discussion sur laquelle je ne rentrerai pas aujourd'hui. Et cette syndicalisation initiale n'était pas réellement révolutionnaire, elle ne cherchait pas nécessairement à aller chercher de meilleures conditions, un meilleur salaire. Elle visait au contraire à assurer ce qui était déjà là, notamment avec plusieurs personnes de l'époque qui me disaient ce qu'on voulait, c'était surtout qu'on voulait se protéger et garder ce qu'on faisait au jour le jour, même si notre direction partait, même si le cadre coordination partait. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé peu de temps après. Et donc, ce syndicalisme-là était avant tout une manière de dépersonnaliser les relations de travail et aussi d'ailleurs de séparer le travail salarié, parce qu'on est dans une phase de professionnalisation importante du secteur. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, justement, c'est ce passage-là. Donc, depuis début des années 2000, le syndicat a bien été là, sauf que ce mode de syndicalisation qui était avant tout une convention collective, c'est-à-dire qu'on va majoritairement agir lors des périodes de négociation. Mais lors du temps ordinaire de l'organisation, on va essayer de majoritairement investir des espaces, des comités paritaires en santé-sécurité et en relations de travail. Et c'est avec ces espaces-là qu'on va essayer majoritairement de se mobiliser et d'améliorer au jour le jour. Or, ces modes de fonctionnement se sont heurtés à de nombreuses difficultés lors de la mise en place des SIS. Donc c'est un service qui a nécessité un long travail politique, les SIS, donc les services d'injection supervisée. C'est un travail de négociation d'action publique qui a pris plus de 15 ans, dont les budgets ont été une portion, et là je cite deux entretiens en fait différents, une portion très difficile et assez tendue, où le communautaire au final a eu le petit bout du bâton et n'a pas vraiment pu négocier pleinement les budgets qu'il souhaitait pour pouvoir fonctionner. Et donc, des tensions budgétaires sont apparues dès le début, notamment à coup de pression pour ne pas perdre des appels d'offres pour ouvrir les SIS. Et l'ouverture, au final, de ces services-là
Et je parlerai juste après de qu'est-ce que ça a changé en termes de conditions de travail et de mode de travail, d'intervention. L'ouverture de ces services-là s'est fait avec très, très peu de consultation et ni de participation du personnel en général des organisations communautaires, mais aussi c'est fait avec au final très peu de consultation et de mobilisation de différents comités paritaires. Parce que c'est dans une période qui était entre deux conventions collectives, et ce qui était dit et pensé à l'époque, et même planifié, c'était que, au final, ces services d'action supervisée ne changeaient pas radicalement le travail tel qu'il était déjà fait dans différents services de la réduction des méfaits, mais surtout que cela pouvait attendre la fin de la première année de mise en œuvre, cela pouvait attendre la prochaine convention collective. Or, il s'avère que, je regarde le temps, or il s'avère, je pense que je vais devoir accélérer un petit peu. Or, il s'avère que l'ouverture des services d'action supervisée a massivement changé le travail d'intervention, en tout cas pour les équipes qui étaient là, parce qu'au final, distribuer des seringues, intervenir, aiguiller les gens sur différents services, leur proposer de faire un repas collectif, etc., c'est radicalement différent au final de ça que de superviser l'injection, qui, pour le coup, confronte à des rapports au corps, à des pratiques corporelles, à des rapports au risque de surdose, par exemple, qui entraînent des stress au travail radicalement différents et bien plus importants que ce qui était alors en cours, mais aussi confronte le personnel intervenant communautaire, donc, qui, pour la plupart, a au maximum, à ce moment-là, en tout cas, un baccalauréat en intervention sociale les confronte à un apprentissage de savoir médical pour pouvoir aider le personnel infirmier de ces services-là, lors de, par exemple, qu'il faut prendre le pouls, qu'il faut gérer une intervention d'urgence, etc. Ça s'accompagne aussi de changements physiques des lieux. J'ai une image, je pense, un peu plus tard, mais au final, pas mal de gens me disaient, mais avec ces nouveaux services d'action supervisée qui sont assez sécurisés, parce qu'on parle de seul endroit où on peut avoir de la drogue au Québec, qui sont l'objet de moult regards de la police notamment, qui sont assez sécurisés avec beaucoup de badges, d'angles, de miroirs, etc., qui en fait, les lieux lui-même impliquent un stress auprès du personnel qui dit devoir avoir une vision à 360 degrés en constant des lieux et de ce qui s'y passe. Mais surtout, donc, ça va amener des évolutions elles-mêmes des conditions de travail, pas juste du travail lui-même, mais les conditions dans lesquelles il perdure. L'ouverture des SIS nécessite une embauche massive de personnel qui va être de moins en moins formé. Entre la première cohorte d'intervenants qui étaient déjà employés des organisations qui étaient formés pendant 3 semaines à quelques mois plus tard, on va former les gens que pendant à peine une demi-journée. Mais surtout, le fait que les SIS soient la plupart du temps écartés, soient dans des locaux à part et dans des horaires à part, parce que les SIS sont ouverts la nuit, les fins de semaine, à distance, en fait, dans les CLSC, pas nécessairement dans les organisations communautaires. Tout ça va entraîner une distance donc, géographique des équipes des SIS avec le reste des équipes de leurs collègues, en fait, mais aussi de leur direction. Une distance temporelle, parce qu'ils travaillent de nuit, horaires hachés, décalés des 12 heures, le samedi soir, par exemple, de 18 heures à 6 heures du matin, mais aussi une distance culturelle, parce que l'embauche massive de personnel a fait en sorte que les personnes nouvellement embauchées n'étaient plus formées à la couleur de l'organisme, et en fait, pour le dire autrement, n'étaient plus nécessairement formées pour apprendre certains principes de vocation et de don de soi. Et enfin, une distance hiérarchique, parce que l'ouverture des SIS était un dossier tellement juridiquement, politiquement, administrativement, même en termes de comptabilité, important et difficile à mener, que les coordinations, en fait, l'ensemble des cadres et des directions étaient beaucoup plus loin du plancher, hein, comme on dit dans le milieu, que ce qu'elles voulaient. C'était un cas parmi d'autres de passage de coordination qui étaient à la base des cliniciennes et cliniciens et qui sont devenus des gestionnaires et des politiciennes. Et on en a un exemple ici, juste en bas à droite, où une coordination me disait mais juste la supervision clinique donc de mes équipes, c'est 40 personnes. 40 personnes à cause de l'embauche massive au niveau des SIS. Il pourrait y avoir quelqu'un à temps plein qui ferait que ça. Je fais la parenthèse, mais elle ne faisait pas que ça, cette personne-là. Elle devait aussi gérer la police, les voisins, les différentes administrations de santé, et puis même ne serait-ce que le planning de 40 personnes. Et on est un service, je recommence à citer, ouvert 16 heures par jour, 7 jours par semaine. Au bout d'un moment, je ne peux pas être répondante 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, toutes ces distances-là, géographiques, temporelles, culturelles et hiérarchiques, avec les équipes des SIS qui, pour une bonne partie, ont été entièrement renouvelées, vont déjà être une clé de compréhension par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Mais aussi, les conditions dans lesquelles se font les SIS sont difficiles de fait,
On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, le budget, dès le début, était très tendu, voire déficitaire, mais aussi les contextes de travail vont changer. Je prends un exemple pour bien être compris. J'ai demandé aussi à mes collègues, parce que je ne me suis pas mesuré, je n'ai pas été tout à fait, voilà. Il me reste environ quoi, 7-8 minutes? Est-ce que c'est bien ça, Stéphanie, Julie? Ok, vous me ferez un signe. Il reste un Des 3 groupes. minutes, Romain. Oh, ok. Donc, je vais passer donc des contextes changeants et je pourrais revenir là-dessus, et notamment des protocoles qui pourront et qui ont été changés du jour au lendemain avec très peu de consultation. Au final, ce sont des enjeux qui ont été connus assez rapidement, mais qui se heurtaient à une limite des bons canaux, puisqu'on devait attendre les conventions collectives, puisqu'on devait passer par les différents comités de relations de travail et de santé-sécurité. Toute action collective qui débordait ça était vue comme étant illégitime, sauf que toutes ces actions-là se sont heurtées au sentiment de parler dans le vide, euh, et au final sont heurtées à une vision des équipes de leur direction et de leur cadre de plus en plus distante. Certains me parlaient en entretien qu'on était dans une dynamique de violence conjugale, on n'était simplement pas capable de porter plainte. Une équipe de direction vue dans une tour d'ivoire, décrochée de leur équipe, des lions et des lionnes sans pitié lors des négociations. Et au final, une des choses qui a changé, c'était le fait de nommer différemment et de changer culturellement le rapport, d'une part, de dépasser le complexe du martyr, mais aussi de changer les mots et de changer la manière dont on voyait les relations de travail. On ne voulait plus parler vraiment d'intervenants et d'intervenantes, mais plus de travailleurs et travailleuses. On ne voulait plus parler nécessairement de Cynthia ou José, nos cadres avec lesquels on s'entendait bien. On commençait à parler de boss et de patron. Et ce renouvellement à la fois des pratiques, mais aussi culturelles, s'est fait, donc on l'a dit, hein, donc il y a des conditions structurelles qui l'expliquent, hein, notamment par l'embauche massive de personnel moins bien formé et moins bien intégré à la culture organisationnelle, mais c'est fait aussi par l'arrivée de certaines des personnes, de certains nouveaux intervenants et nouvelles intervenantes, qui étaient aussi membres de l'IWW, Industrial Workers of the World, et qui ont pu amener une nouvelle vision de ce que c'était que ces relations de travail, notamment qui ont pu participer à nommer différemment. Par exemple, participer à nommer le fait que quand un usager des services lance un téléphone contre le mur à 2 cm de la tête d'une intervenante, c'est de la violence. Et donc, tout ce travail-là culturel s'est aussi retrouvé dans un travail de pratique où, à ce moment-là, on a commencé à dire il faut utiliser une gradation des moyens de pression aussi en dehors des temps de négociation collective. On ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre de par l'ouverture des SIS, qui au final, ça a quand même pris pas mal de temps. On ne pouvait plus notamment attendre lors du Covid, où on a commencé à parler d'anges gardiens brûlés en tabarnak. C'est donc des photos que vous avez ici et un extrait d'un article de presse qui fait état de ces changements. Par exemple, je cite, et je finirai quasiment là-dessus, désolé si je déborde un tout petit peu. Donc, ils ont les intervenants qui se mobilisaient de manière nouvelle pour le milieu, dans l'intensité et aussi dans la forme. Ils ont fait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, même si d'autres syndicats le font tout le temps. Au milieu de la nuit, ils sont allés poster et taguer en fait d'autocollants leurs locaux et les locaux de leurs organismes. Et donc, toute cette gradation des moyens de pression et aussi ce changement culturel sont parmi les choses qui ont permis donc plusieurs gains, hein, on pourra revenir dans les questions, mais une amélioration des conditions de travail de manière générale, avec l'imposition de relations de travail un petit peu changeantes, une augmentation salariale pour l'ensemble du personnel des SIS, mais ce qui a pris un temps. Donc au final, pour résumer, je disais tout à l'heure que même si syndicalisme et action communautaire semblaient opposés, semblaient incompatibles, on a vu ces dernières années une syndicalisation de plusieurs équipes d'organisations parmi les plus légitimes de leur milieu, que dans ce cas-là, des SIS, celui que j'ai pris aujourd'hui, les conditions de production de l'action communautaire ont été un moteur majeur de ces mobilisations syndicales, d'une part parce qu'elles ont laissé des conditions structurelles pour qu'il y ait mobilisation, éloignement des cadres et des équipes de direction, précarité au travail, dégradation des conditions de travail entre les manières de faire d'avant les SIS et les manières d'après, mais aussi des choses particulières, c'est bien vrai, au SIS, par une distance géographique, temporelle, des locaux, mais aussi par une distance culturelle, avec l'embauche massive de personnel moins formé et aussi moins au fait des couleurs de l'organisme, en fait, moins socialisé à la culture de la vocation, du martyr et du don de soi. Ces périodes de mobilisation ont duré plusieurs années. Elles montrent, à mon sens, peut-être certains effets pervers d'un syndicalisme qui se limiterait aux périodes de convention
collective. Et au final, pour conclure et vraiment conclure, ces mobilisations, elles ont nécessité et elles ont été possibles par un changement culturel, par une lutte pour la politisation, pardon, à la fois des conditions de travail, mais aussi des relations de travail, et que cette politisation s'est notamment faite, a notamment été permise par un apport à la fois de pratiques et culturelles externes, par un apport de membres de l'IWW, qui ont aidé et qui ont permis de transformer et de transmettre un nouveau vocabulaire de ces relations de travail-là et de problématiser des conditions de travail qui se dégradaient depuis longtemps et qui n'étaient pas écoutées. Sur ce, je vous remercie et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Romain, pour cette belle présentation. Tu sais, on en ressort, je trouve, tu sais, en ayant travaillé dans le milieu communautaire et en travaillant toujours dans le milieu communautaire, tu sais, l'importance, justement, de faire une analyse par rapport, justement, le milieu syndicaliste, comment ils peuvent amener à faire des changements organisationnels pour les travailleurs, travailleuses communautaires et les effets que ça peut amener. Pour les personnes qui brûlent pour avoir des questions à poser, je vous demanderais de les retenir comme ça, on va pouvoir en fait écouter la prochaine présentation qui est en fait de Joëlle Dussault, qui est doctorante en sociologie à l'Université du Québec à Montréal, qui s'en tiendra en fait avec sa présentation sur Travailleuses du cœur solidaire, pardon, analyse féministe des mouvements de contestation du milieu de la santé et des services sociaux. Donc, Joëlle, les 15 minutes sont à toi. Merci beaucoup. Donc, très, très, très heureuse de voir autant de personnes connectées avec nous. Alors, je vous présente aujourd'hui une toute petite section de ma thèse de doctorat qui est sur l'influence des mécanismes de contrôle sur les mobilisations des professionnels en santé et services sociaux, donc plus dans le milieu institutionnel. Brièvement, là, et j'ai pas de PowerPoint, je me suis dit que le face-à-face en ligne, c'était toujours sympathique. Donc, brièvement, là, pour situer ce qui m'a mené à cette recherche-là, c'est un secteur, vous le savez certainement, qui dans les dernières décennies a vécu plusieurs changements institutionnels, légaux, organisationnels, dont le dernier en 2015 avec la réforme de la loi 10, qu'on connaît mieux sous le nom de réforme Barrette. Il y a toujours eu des critiques à l'égard de la santé des services sociaux, en 2015, elles ont été beaucoup plus vives et il y a notamment là, différents corps de métier qui se sont mobilisés pour dénoncer les effets potentiels que ça pourrait avoir sur leur pratique, mais également sur la possibilité de donner les soins et les services qu'ils et elles souhaitent donner. Ce qui m'a interpellée à ce moment-là, c'est qu'à titre de travailleuse sociale et de doctorante en sociologie, je sentais l'indignation en travail social, mais je la voyais très peu. Alors qu'en soins infirmiers, où ce n'est pas nécessairement des conditions plus faciles, on la voyait davantage. Donc, je me suis un peu demandé si le contexte influençait différemment les professions, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'on voyait ces variations-là dans la possibilité de se mobiliser. Et surtout, étant donné que c'est des professions qui sont toutes deux issues d'un héritage catholique où il y a encore plus de 80% de personnes qui s'identifient comme femmes, si les rapports sociaux, notamment les rapports sociaux sexués, avaient une influence sur la capacité à se mobiliser, mais aussi la manière de le faire. Et donc, en temps de pandémie, pour aller vérifier tout ça, j'ai interviewé en ligne une vingtaine de personnes en soins infirmiers, une vingtaine en travail social via des entretiens de groupe, donc avec des personnes qui s'étaient toutes mobilisées au cours des dernières années avec leur chapeau, soit de travailleur social ou en soins infirmiers. Et j'ai fait également un entretien là, individualisé avec chaque personne suivant les entretiens de groupe. Ça a permis d'explorer les effets de la réforme sur leur pratique, également leurs moyens de militer, mais surtout de collectiviser un peu cette réflexivité-là et de faire une espèce de collectivisation aussi d'un répertoire d'actions qui est possible d'avoir en institution. J'ai analysé tout ça avec une analyse thématique qui est somme toute assez courante, avec plus ce qu'on retrouve en sociologie des mouvements sociaux, donc des notions d'opportunité politique, d'identité collective, mais aussi, comme je le disais, à partir d'études féministes avec les rapports sociaux sexués. Ce que ça donne en une ou deux phrases, mes résultats,
c'est que même s'il s'agit à la base d'une réforme qui est nationale, les mobilisations qui ont pu émerger, elles sont très principalement à l'échelle locale. Elles sont souvent faites sans le syndicat, de manière informelle, donc un peu moins visible, un peu moins planifiées. Et plus souvent qu'autrement, en fait, c'est des mobilisations qui sont individuelles. Quand elles sont collectives, souvent, c'est vraiment l'équipe très proximale de travail. Et donc, j'explique cette situation-là par la précarisation des conditions de travail, pas seulement à cause de la dernière réforme, mais de toutes celles qu'il y a eu avant, de l'institutionnalisation de rapports sociaux sexués qui vont aller teinter les conditions de travail, le mode de gestion aussi, mais aussi, à certains égards, la manière de se mobiliser et finalement la perception d'agir qui, là-dedans, finit par être pas très élevée. Donc, je vous détaille tout ça. On commence un peu plus par le contexte organisationnel. On ira ensuite vers la gestion et un exemple de mobilisation. Donc, les deux plus récentes réformes qu'on a eues en santé et services sociaux, il y a 2015, mais il y a aussi 2003 qui a été faite à l'initiative de Philippe Couillard. Et donc, toutes les deux ensemble, ce qu'elles ont fait, c'est une refonte des établissements, des territoires, de la manière de distribuer les services et aussi en mettant davantage de l'avant la nouvelle gestion publique et des modes de gestion comme le Lean. Interrogez-moi là-dessus si vous voulez dans la période de questions. Je vous dis simplement pour l'instant que c'est des modes de gestion qui sont davantage dans la reddition de comptes, la standardisation des pratiques, également une certaine technocratisation et quantification de l'efficacité pour aller minimiser les pertes. Et donc, la réforme de 2015, elle a pour particularité d'un peu terminer ce qui avait été débuté en 2003, mais de manière beaucoup plus intense et rapide comme implantation de changement. Ce que ça a donné en soins infirmiers spécifiquement, c'est plein de choses, mais entre autres, ce qu'on a constaté, c'est beaucoup plus de travail supplémentaire obligatoire et un plus grand recours aux agences privées pour combler le manque de personnel. Ce que ça donne, c'est que les équipes de travail sont beaucoup plus volatiles, beaucoup moins stables. Tout le monde n'est pas syndiqué et pas syndiqué à la même place et tout le monde n'est pas permanent ou permanente sur l'équipe de travail. En travail social, ce qu'on a remarqué, vous vous en souviendrez peut-être, c'est des équipes de travail social qui ont été déplacées des CLSC vers les groupes de médecine familiale, donc d'un lieu davantage ancré dans le psychosocial pour aller vers quelque chose d'un peu plus biomédicalisant dans l'intervention psychosociale et sous la gouverne également de médecins. Ensuite, d'un GMF à l'autre, le pouvoir décisionnel varie. Mais donc, c'est quelque chose qui a été dénoté dans l'ensemble des entretiens que j'ai faits. Alors, même si les tâches quotidiennes en tant que telles, elles ne changent pas nécessairement, le territoire qu'on dessert, la manière de le faire, l'équipe de travail et l'établissement à partir duquel on travaille, eux vont aller changer et donc, ça va quand même aller influencer les pratiques. Parmi les très nombreux effets que les personnes que j'ai interrogées ont dénotés de l'entrée en vigueur de la loi 10, ce qui revenait beaucoup, c'est la taille de la structure. Donc, avec les fusions d'établissements, les personnes peinent à se retrouver dans l'organigramme, ont de la difficulté à savoir c'est quoi leur place, qui sont leurs gestionnaires, où est rendu le pouvoir décisionnel, tout particulièrement parce qu'on est dans une gestion un peu plus top-down. Et donc, l'accès au pouvoir décisionnel est beaucoup plus complexifié, notamment parce qu'il y a plusieurs instances consultatives, mais aussi décisionnelles dans lesquelles les travailleurs et travailleuses pouvaient s'impliquer, qui ont été supprimées. Également, on a constaté que les rencontres interprofessionnelles, les rencontres d'équipe étaient un peu moins fréquentes. Et donc, ça, c'était des lieux clés, en fait, pour aller questionner, nommer sa dissension, exercer son jugement professionnel. Et là, on les a beaucoup moins au cours des dernières années. Tout ça, c'est dans un contexte où on va aller augmenter un style de gestion qui est davantage sur une performativité quantitative, donc un peu moins dans ce qui est relié à l'attention, aux soins, à l'accompagnement, et donc un peu plus au qualitatif. Ça fait en sorte que les travailleurs travailleuses vont sentir une plus grande mise en compétition, en fait, parce qu'on va aller rendre public leurs statistiques, leur taux de capacité à fermer les dossiers, le nombre de semaines que ça a pris. Ils vont sentir davantage de surveillance également de cette performativité-là. Et donc, ce glissement-là, ça fait en sorte qu'elles sentent beaucoup moins d'emprise sur leur milieu, mais qu'elles comprennent également beaucoup moins facilement
la manière d'aller identifier à qui s'adresser, qu'est-ce qui pose problème également là-dedans. Ensuite, on constate qu'en devant s'ajuster à plusieurs stratégies d'implantation successives de pratiques qui ne vont pas nécessairement tenir compte des spécificités locales, de la population locale et de l'expertise qui est développée dans un établissement, même dans une équipe de travail, ça fait en sorte qu'on perd un peu une personnalisation du milieu de travail. Et donc, on va vraiment toucher à la fois au sentiment d'emprise sur le milieu et à la capacité d'influencer son milieu de travail avec ces éléments-là. On en arrive avec tout ça à certaines techniques de gestion très particulières. Il y a plein de techniques de gestion qui sont utilisées en santé et services sociaux. Par ailleurs, il faut le dire, depuis 2015, les gestionnaires également sont encore plus sous pression qu'avant. Eux et elles-mêmes doivent remplir des quotas. Pour ce faire, ça se fait de différentes manières, ce qui a été malheureusement documenté dans l'ensemble des entretiens de groupe que j'ai effectués, c'est que plusieurs manières de remplir ces quotas-là sont faites avec des techniques de gestion qui vont aller utiliser des stéréotypes genrés, qui vont aller réifier des choses qui relèvent de la division sexuée du travail. Et c'est des techniques qui sont principalement utilisées pour forcer à prendre une plus grande charge de travail, pour changer des pratiques, même si ça va à l'encontre d'un jugement professionnel, ou encore pour inciter à ne pas dénoncer une situation qu'on juge problématique. Donc, c'est des moments où on va davantage utiliser la culpabilisation, l'importance de notions comme le don de soi, de dire qu'on a choisi ce métier-là, donc c'est à nous d'endurer. Utiliser la difficulté à dire non et l'usage de représentations comme l'ange gardien dont Romain parlait, mais aussi de la sauveuse, du héros, etc. Et donc, plusieurs ont dit recevoir des menaces si elles refusent de prendre une plus grande charge de travail ou si elles veulent dénoncer quelque chose, donc de notes au dossier, de suspension, de renvoi, se faire étiqueter publiquement par la gestionnaire ou le gestionnaire d'être une personne chialeuse contre le changement qui est négative et donc se faire isoler du reste des travailleurs travailleuses qui ont moins tendance à vouloir s'organiser avec nous, de vivre du harcèlement et de se faire davantage surveiller, notamment avec des évaluations de la performance. C'est notamment le cas en soins infirmiers lors du moment d'attribution du travail supplémentaire obligatoire et en travail social pour prendre davantage de cas dans notre caseload. Ce qui est particulier, c'est que dans ces moments-là, l'appel au sentiment, à la culpabilisation, à la vocation, à la responsabilisation, et je dirais aussi à l'attente qu'on ait un don constant, un temps constant de la part des travailleurs, travailleuses. En fait, c'est directement relié à ce qu'on retrouve dans la division sexuée du travail, dans une socialisation traditionnellement plus féminine et dans ce qu'on va associer au travail du care, au travail de soins, d'attention, d'accompagnement de l'autre, avec notamment, comme je disais, la disponibilité constante des corps, du temps et où on a un peu une abnégation de laquelle on s'attend de la part des personnes pour qu'elles puissent faire ces tâches-là. Malheureusement, ça crée chez les employés énormément de détresse, d'épuisement, un manque d'emprise sur la situation, mais également des conflits éthiques très importants. Je vais illustrer un peu la manière dont ce contrôle-là peut s'exercer sur des personnes qui réussissent à se mobiliser avec un cas assez récent. Donc, dans les deux professions, la dénonciation, c'est un mode d'action qui est très commun. Vous pourrez me demander de quelle manière ça se fait dans chaque profession. Je vous dirais que c'est assez différent la manière dont ça s'organise. Ce qui est commun par ailleurs, c'est la volonté de contrôle de cette dénonciation-là de la part de l'institution et des gestionnaires. Et donc, vous l'aurez peut-être lu ou vécu, qui sait. Il y a 2-3 semaines, il y a un cas qui a été particulièrement documenté dans le C3S de la Côte-Nord. Je tiens à dire par ailleurs qu'on constate ce genre de dynamique-là dans toutes les régions. Donc, un article de journal est sorti récemment qui a pu être fait grâce au témoignage anonyme d'intervenantes d'un centre jeunesse de la Côte-Nord où les intervenantes dénonçaient un manque récurrent de personnel qui faisait en sorte que les jeunes, qui sont principalement autochtones, étaient dans des conditions de vie très problématiques, notamment partiellement scolarisés seulement, devaient dormir sur des matelas, même le sol, notamment dans des cellules d'isolement, donc des conditions qui sont inacceptables.
Devant cet article-là, et sous une logique, là, je dirais, de devoir de loyauté et d'atteinte à la réputation, la direction du C3S a décidé d'aller chercher les identifiants et les mots de passe des intervenants et intervenantes et a exigé d'une gestionnaire qu'elle aille lire l'ensemble de leurs courriels, particulièrement les courriels échangés entre intervenants et intervenantes et avec leurs syndicats. Ce qui est encore plus particulier, c'est que les courriels qui ont été particulièrement lus, c'est ceux des intervenants et intervenantes qui avaient déjà nommé un malaise par rapport à leurs conditions de travail ou encore aux conditions de vie des jeunes. Et donc, ici, on peut se référer à certains égards à un profilage politique de l'institution à laquelle la gestion participe également, dans la mesure où on veut aller surveiller, prévenir, mais également contrôler et punir une action qui, au final, permet d'être cohérente avec notre éthique, mais également notre code de déontologie et qui vient nuire aux lanceurs et lanceuses d'alerte. Et donc, ça, évidemment, ça a une influence sur les relations de travail, j'ai envie de dire sur l'ambiance de travail plus généralement, sur la capacité à se mobiliser, mais également sur la capacité à respecter le code de déontologie où il y a des obligations légales. Et donc, quand on prend tout ça ensemble, et ce sera ma conclusion, ce qu'on voit, c'est que les années de coupure de services, le changement organisationnel, l'implantation de modèles de gestion davantage statistiques, ça vient démobiliser, précariser et dépolitiser les travailleurs et les travailleuses dans l'institution de la santé et des services sociaux. Tous ces éléments-là, ça fait en sorte que ce soit réel ou non, que ce soit juste perçu ou que ce soit là, vraiment dans les conditions matérielles, les personnes ont de la difficulté à voir comment se mobiliser sur leur travail, alors que leur perception des conséquences, elle est très élevée. Et quand on prend une lunette qui va analyser ce contexte-là sous un prisme de rapports sociaux sexués, ce qu'on voit, c'est que les changements structuraux qui vont vers la biomédicalisation, la privatisation et des modèles comme la nouvelle gestion publique, ça a des effets particuliers sur les emplois du care, donc les emplois notamment du soin et de l'accompagnement, sur leurs conditions de travail, mais également sur leurs possibilités de les améliorer. Donc, je m'arrête ici et on pourra en jaser davantage durant la discussion. Merci beaucoup, Joël. C'est très éclaircissant. Puis je sens que vraiment tu as mis l'angle dans plusieurs enjeux. Donc, on voit justement des mains d'applaudissements justement de personnes qui assistent à ta présentation. Je trouve que c'est extrêmement éclaircissant. Puis merci pour mettre les mots sur le vécu de plusieurs travailleurs et travailleuses dans le système de la santé. Donc, dernière présentation. Ce serait en fait de la part de Mylène Fauvel et Yannick Noiseau sur justement la présentation. En fait, Yannick et Mylène, pardon, proviennent du groupe interdisciplinaire et interuniversitaire de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale, qui est l'acronyme GIREPS, qui s'entretiendront sur l'analyse de l'action publique durant la pandémie, précarité et pratiques de résistance dans le secteur communautaire. Fait que, Yannick et Mylène, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais partager, ce ne sera pas long, notre PowerPoint. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça va? Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est de vous présenter, en fait, l'analyse de l'action publique dans la pandémie. Puis, on va également terminer la présentation avec certaines pistes de réflexion autour de l'action, disons, l'action collective dans les organismes communautaires. Donc, on va le faire en présentant au début notre mise en contexte, ensuite une petite chronologie sur l'action gouvernementale durant la pandémie, quelques résultats de recherche, surtout autour de la logique de gratuitisation qu'on va expliquer des services publics et aussi des actions de logique d'activation de la main-d'œuvre. Et ensuite, un peu les répercussions sur les conditions de travail. Puis, comme je vous disais, on va terminer avec des pistes de réflexion. Pour mettre en contexte notre recherche, donc, en fait, on a deux recherches. La première recherche, elle a commencé en 2017, de 2017 à 2020. Et en fait, c'est celle que faisait référence tantôt Romain. Donc, on a analysé les conditions de travail dans les organismes communautaires, mais aussi les pratiques de gestion. Et ça a été fait en collaboration avec des regroupements et des organismes communautaires. Et on a fait notre deuxième recherche qui a en fait commencé durant le début de la pandémie. On était à la fin de notre première recherche, puis on a réalisé qu'on devait continuer
à documenter, surtout documenter ce qui se passait dans la pandémie. C'est là qu'on s'est intéressé plus à l'action gouvernementale. Cette recherche-là aussi a été faite avec des regroupements, dont la TNCDC et Ophélie, qui est ici présente aujourd'hui, qui a participé à cette recherche-là. Dans cette recherche, on a fait une recherche documentaire, donc l'analyse quotidienne de tous les points de presse fédéral, provincial, l'analyse des politiques et des programmes aussi qui s'adressaient au milieu communautaire, puis une revue de presse également. On a fait des entretiens de groupe avec autant des travailleurs, travailleuses qui ont des statuts permanents, non permanents, qu'avec aussi des personnes au poste de coordination, direction, des membres de CA, des bénévoles et ou militants aussi. Et on a fait quelques entretiens individuels avec des gens qui ont eu la COVID et on a partagé nos résultats là, avec différents groupes dans une analyse, dans une assemblée, en fait, pour faire une analyse préliminaire de nos résultats avec les concernés. Yannick, je te passe la parole. Oui, bien, merci Mylène. Moi, je vais faire ça très brièvement aussi. Le temps file. Donc, peut-être revenir rapidement sur quelques résultats de la première recherche qui était évoquée tantôt, notamment par Romain. J'imagine que pour plusieurs d'entre vous aussi, vous ne serez pas étonnés de l'apprendre, mais peut-être qu'on peut essayer de mettre un peu de chair autour de l'os. Donc, bon, voilà. Constat de la première recherche 2017-2020, c'était d'abord la question de la précarité financière des travailleurs et travailleuses de l'action communautaire autonome. Bon, on le savait, mais ce qu'on a pu documenter aussi, c'est les conséquences que ça avait, par exemple, sur la vie personnelle des personnes, le stress constant face aux imprévus, l'impossibilité de prendre sa retraite, même après 65 ans, l'impossibilité de se projeter à long terme, c'est surtout les plus jeunes qui nous disaient ça. Donc, oui, ça va maintenant, mais si j'ai une famille, ça ne marchera plus, je ne serai plus capable de travailler dans le secteur communautaire. Et aussi, on a pu constater que, je dirais, la majorité des gens en tout cas, beaucoup de gens qui étaient capables de travailler dans le communautaire, c'est parce qu'elles pouvaient compter sur des arrangements hors travail. Donc, parfois, avoir un revenu complémentaire, avoir accès à un logement très pas cher dans une coopérative d'habitation, pouvoir s'appuyer sur le revenu d'un conjoint ou d'une conjointe. Et évidemment, si ces arrangements-là tombent, c'est la capacité de poursuivre sa carrière dans le communautaire qui était mise en œuvre. La question de la précarité d'emploi, bon, je vais rapidement. Le mode de financement par projet fait en sorte que les gens n'ont pas des engagements à long terme. Il y avait aussi beaucoup de recours au chômage, souvent l'été, souvent pour pouvoir permettre à l'organisme de sauver des sous à un moment donné. La multiplicité des statuts d'emploi, je vais rapidement maintenant parce qu'on va y revenir. Et au final, bon, la surcharge de travail, l'épuisement, ça a été évoqué aussi dans les autres présentations. Et au final, cette tension-là qu'on avait documentée entre la volonté de permettre à l'organisme d'accomplir sa mission et d'améliorer les conditions de travail. Alors, les travailleurs, travailleuses sont très au fait que s'ils demandent plus, c'est les services qui vont être coupés et puis ça fait en sorte des fois qu'on est peut-être un peu moins porté à revendiquer. Donc, sujet très vite, on va y revenir. La chronologie, peut-être... on arrive aujourd'hui, on est quoi, dans la 14e vague de la COVID? Nous, notre recherche est plutôt portée sur, disons, la première année, grosso modo. Et puis, peut-être quelques rappels parce que ça passe vite. Donc, un certain nombre de moments importants. Donc, au début, il y avait une grosse confusion dans les premiers jours, au moment qu'on a annoncé la pandémie, annoncé l'état d'urgence. On ne savait pas si on restait ouvert, si on restait fermé. Ça s'est clarifié assez rapidement, mais de manière assez autoritaire. Le gouvernement a décrété que certains services, banques alimentaires, les organismes en violence conjugale, les centres de crise, etc., on se restait ouverts, mais pas tous dans d'autres secteurs de l'action communautaire autonome. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est qu'on a rapidement mis en place des services de garde d'urgence pour le personnel de la santé, mais dans le communautaire, ça n'a pas été fait. Sauf dans certains secteurs, là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, ça, c'est un premier moment. Beaucoup d'augmentation des demandes d'aide. L'impact du fait que les personnes de 70 ans on leur demandait de rester à la maison, ça faisait en sorte que beaucoup de bénévoles, les organismes se retrouvaient avec un manque de main-d'œuvre, pour le dire comme ça. Et puis, là, rapidement, on s'est dit, on entendait François Legault qui disait, les monde qui sont en chômage, ils iront dans le communautaire. Puis là, finalement,
on a dit, ah, c'est peut-être pas une bonne idée, on va faire un appel au bénévolat. Donc, par rapport à d'autres secteurs, on s'est beaucoup appuyé sur le bénévolat, puis Mylène va revenir là-dessus. On a lancé la plateforme Je bénévole. On a ciblé les jeunes hein, pour aller porter de la nourriture aux personnes âgées. Et bon, je vais rapidement, mais sans rentrer dans les détails, c'est un peu comme si tout le monde pouvait faire ce métier-là, un peu n'importe comment. Donc, rapidement, ensuite, il y a eu une série hein, de fonds d'urgence qui ont été mis en place, sans grande consultation, les priorités choisies par le gouvernement. Par exemple, toute la question de la crise du logement ne faisait pas partie. Hein, les organismes en défense de droits dans le logement n'avaient pas nécessairement des ressources supplémentaires. Aussi intéressant, au moment où on a lancé la fameuse PCU, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre au Québec et au Canada, le gouvernement du Québec a mis en place ce qu'ils appelaient le PIRT, hein, le programme incitatif de rétention. Et c'est intéressant, à ce moment-là, on ciblait particulièrement les travailleuses du communautaire. Je vais y revenir. On a mis en place aussi, rappelez-vous, là, les Emplois d'été Québec, Emplois d'été Canada, le programme a été bonifié pour permettre à des gens d'aller dans le secteur communautaire. Ça n'a finalement pas eu lieu, mais il y avait aussi le fameux programme We Charity du fédéral, hein, qui donnait des bourses pour faire du bénévolat. Donc, il y a déjà une contradiction un petit peu là dans le milieu communautaire. Donc, voilà, ça s'est placé. Beaucoup de dons. Les fonds, on ne fera pas l'analyse ici, mais ont été ont tardé à arriver. Et une des choses que l'on pourrait dire, c'est que les fonds souvent étaient spécifiquement pour les services. Ils ne devaient pas servir à payer des travailleurs ou à bonifier les conditions de travail. Je sens que j'ai déjà dépassé mon temps, Mylène, est-ce que ça se peut? Je vais rapidement, peut-être juste pour dire après, donc c'est ce qui est arrivé. Évidemment, si vous vous rappelez, le premier été qui a suivi, au moment où il y a les premières mesures de déconfinement, c'était d'autres défis pour pour le système, le milieu communautaire. Donc, beaucoup de bénévoles qui retournaient travailler, un deuxième bris de service, un manque de main-d'œuvre qui se déployait à ce moment-là. En plus, l'effet cumulatif de la pandémie dans la population fait en sorte que les besoins étaient de plus en plus importants. Le gouvernement a commencé à parler de santé mentale à ce moment-là, bien que les organismes constataient hein, les enjeux depuis plusieurs mois. Donc, je vais arrêter ici. Peut-être un autre petit mot aussi pour montrer aussi la façon dont le communautaire a été traité au moment de la vaccination. Hein. C'est dans une conférence publique que les organismes ont appris qu'ils étaient pour participer à l'effort de vaccination sans qu'on les ait consultés. Il y a eu aussi beaucoup de confusion sur est-ce que les travailleurs du communautaire seraient vaccinés en priorité. Hein, au départ, c'était oui, mais finalement, on les avait oubliés sur la liste. Beaucoup de tractations pour faire en sorte que finalement, ils puissent être vaccinés. Et puis, je vais arrêter ici. Premier budget qui a suivi, on s'attendait, je pense que dans le milieu, parce que pour les consultations que nous, on avait fait, le milieu communautaire était quand même relativement optimiste en pensant que, bon, finalement, là, le gouvernement était pour s'ajuster, ajouter des budgets, peut-être pas répondre à toutes les demandes, mais quand même avoir des progrès conséquents. Puis c'était un peu comme un coup de poignard à ce moment-là. Hein, les fonds n'ont pas été injectés. Je ne ferai pas la deuxième partie sur l'arrivée d'Omicron, etc., mais grosso modo, ce qu'on pourrait dire, c'est on ne semble pas avoir appris de ce qui s'est passé dans les premières vagues. Et puis aujourd'hui, je pense que dans plusieurs milieux, c'est un peu, on fait comme si la COVID était disparue. Et puis les mesures d'urgence, mais elles ont pris. On constate qu'elles étaient éphémères, puis c'est back to normal. Voilà. Donc, voilà pour ça. On va revenir davantage dans la deuxième partie de la présentation sur les constats qu'on a faits. Je vais aller très, très rapidement sur le premier, hein, parce que je pense que c'était déjà dit plusieurs fois. La reconnaissance du travail essentiel des travailleurs et travailleuses communautaires a été largement symbolique et éphémère. Roman disait qu'ils sont en tabarnak. C'est à peu près ça. Il y a beaucoup de frustration entre le double discours. Hein. D'un côté, souvenez-vous des conférences de presse de François Legault où, par exemple, on vantait les anges gardiens du communautaire, ce qu'ils font, etc. Mais sur le terrain, on ne sentait pas d'appui. Puis cette dichotomie-là
entre une espèce de reconnaissance symbolique et l'absence de reconnaissance matérielle. On l'a documenté à de nombreuses reprises lors des entrevues qu'on a pu faire. Donc, j'arrête ici. Je repasse la parole à Mylène. J'espère que je n'ai pas empiété sur ton temps. Non, c'est parfait. Donc, un autre constat qu'on a fait, que la chronologie que Yannick nous a faite nous met en lumière, en fait, c'est vraiment que l'intervention gouvernementale durant la pandémie, elle s'est, oui, appuyée sur les organismes communautaires. Donc, il y a eu un recours aux organismes communautaires. On pourrait même dire un certain délestage des responsabilités étatiques vers les organismes qui ont été orientés à travers les fonds d'urgence. Donc, on a dit sur quoi on voulait qu'ils travaillent, quel organisme on considère comme essentiel. Mais il y a aussi eu, disons, un déploiement du travail gratuit dans le milieu communautaire, avec l'appel au bénévolat, avec les bourses, par exemple, de compensation moindres que le salaire minimum qui était prévu par le fédéral pour s'impliquer dans les organismes communautaires. Donc, il y a eu cette mise de l'avant du travail bénévole dans les organismes. Ça a eu des répercussions, en fait, sur les conditions de travail, notamment sur la surcharge de travail. Ça peut paraître un peu, disons, paradoxal. On a plus de gens pour faire le boulot, mais finalement, ça augmente la charge de travail. Ça, c'est parce que quand il y a des bénévoles qui arrivent, il faut les former, ces personnes-là. Il faut les former, les accueillir, il faut faire la gestion aussi de leurs horaires. Quand c'est des bénévoles qui viennent de manière ponctuelle, mais encore une fois, ça augmente la charge de travail et ça transforme le travail aussi. Donc, on a des travailleurs, travailleuses qui nous ont dit, mon travail maintenant, c'est de m'occuper de la gestion des bénévoles. Donc, il y a une transformation aussi du travail qui est fait. Dans un contexte pandémique où tout le monde est invité à réduire ses contacts sociaux aussi, ça augmente les facteurs de risque de contagion dans les organismes. Donc, ça a une répercussion sur la santé et sécurité dans les organismes. Et le gouvernement était quand même au courant de la charge de travail. Par exemple, lorsqu'il faisait les présentations, il disait, là, il ne faudrait pas que le milieu communautaire devienne un lieu de rassemblement. On va s'attendre à ce que les règles sanitaires soient respectées. Cette charge de travail-là, de faire respecter les règles sanitaires, ça tombait encore sur les travailleurs, travailleuses communautaires qui n'étaient pas compensés pour ce travail-là, que ça s'ajoutait à leur charge de travail également. Donc, il y a tout ça. Il y a aussi le fait que les bénévoles qui venaient durant la pandémie, mais on peut croire que c'est aussi plus largement, mais c'était des gens qui étaient des gens qui vivaient un certain sentiment d'isolement à ce moment-là et qui voulaient briser l'isolement. Donc, même l'accueil de ces personnes-là, l'accompagnement de ces personnes-là, ça impliquait aussi du temps. Donc, de prendre le temps d'être avec ces personnes-là qui faisaient du travail supplémentaire aussi. Derrière tout ça, ce qu'on peut voir, c'est la logique de gratuitisation des services publics, qui est un concept qui a été développé par Krinsky et Simonet, qui ont analysé en fait que dans d'autres régions aussi, leur étude c'est sur les États-Unis et la France, on oriente les organismes communautaires vers les priorités, comme je vous disais, étatiques, mais on oriente les bénévoles pour faire ce travail-là. Donc, c'est un rôle actif de l'État pour orienter des bénévoles qui vont finalement faire un travail qui est considéré comme prioritaire par l'État. Et cette logique-là de gratuitisation, c'était préexistant. Le travail gratuit dans le communautaire, c'est préexistant. On le voit. Confinement de gens de 70 ans et plus qui désorganisent des milieux de travail, qui désorganisent ce qui se fait dans des organismes, c'est de mettre en lumière que le travail bénévole qui est fait par des personnes retraitées. Durant la pandémie, on a aussi ciblé particulièrement les jeunes, comme disait Yannick tantôt. Donc, il y a ça. Et en arrière-plan aussi, c'est tout ce discours de vocation et de solidarité qui est mis de l'avant par l'État pour pouvoir orienter les gens, pour en fait qu'on accepte d'aller faire ce travail-là de manière bénévole. Donc, durant la pandémie, ça a été révélé de manière flagrante. Là, on parlait de solidarité, d'engagement. Donc, dans les discours publics, dans les points de presse, c'est ce qui était mis en lumière également. Yannick, pour la deuxième partie. Ton micro, par exemple. On perd du temps. Oui, donc j'ajouterais juste rapidement par rapport à ça aussi. On a fait un rapport, nous, qui était sur le communautaire, mais aussi sur d'autres secteurs. Puis l'analyse comparative permettait encore plus de le mettre en valeur, en relief, je dirais. Rappelez-vous, le bénévolat, c'était pour le communautaire. Quand on a eu besoin de monde dans le secteur de la santé, c'était des aides de services. Puis là, c'était 26 28 on va vous donner ici. On a eu besoin des gens dans l'agriculture, c'était une prime de 100 par semaine. Donc, c'était toujours le discours de la logique dont on va vous payer, on va vous commencer, on va vous donner un bonus, etc. Alors que vraiment, dans le secteur communautaire, c'était toujours la vocation, le don de soi, le bénévolat, un bon secteur. Donc, voilà.
Donc, ça, c'est une partie de la gratuitisation. Puis l'autre partie, on pourrait parler de quasi-gratuitisation. C'est le recours à toutes sortes d'emplois, je dirais, tremplin, de presque emploi, de première occasion d'emploi. Donc, l'idée de cibler les jeunes, Emploi été Canada, par exemple, le We Charity, les emplois bénévoles dans le secteur communautaire. Et au final, je dirais que la logique d'ensemble, mais d'abord, c'est qu'un État qui est constamment préoccupé à activer la main-d'œuvre, à aiguiller, à agir en s'appuyant sur divers mécanismes, la gratuitisation, la reconnaissance symbolique, parfois les primes, etc., pour agir un peu comme, moi j'appelle ça comme un agent de placement de la population, si on veut. Et dans le secteur communautaire, mais c'était vraiment sur des logiques de précarisation de l'emploi. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on s'est retrouvé encore plus qu'avant avec une multiplication des statuts d'emploi. Quand on a des emplois qui sont des travailleuses qui ont des statuts d'emploi différents, c'est plus difficile d'avoir de l'action concertée. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs. Et donc, ça fait en sorte, au final, de normaliser d'abord des conditions de travail qui sont dégradées. Ça invisibilise aussi les compétences des travailleurs et des travailleuses. Donc, ça donne l'impression que tout le monde peut faire ce métier-là, puis que c'est des métiers finalement pas si importants que ça, parce qu'on peut tous les faire. Il s'agit d'avoir vraiment des connaissances minimales, on vient, voilà. Et puis, je pense qu'on peut aussi dire que ça tire vers le bas les conditions de travail dans l'ensemble du secteur, incluant pour les travailleurs et travailleuses réguliers du secteur. Donc, voilà, peut-être que j'ajouterais juste un petit élément. C'est intéressant aussi de voir que même quand on a parlé du PIRT, la contrepartie québécoise de la PCU, la prime pour les travailleurs et travailleuses au bas de l'échelle qui ciblait pas exclusivement, mais notamment les gens du secteur communautaire. Mais quand on l'a expliqué, cette prime-là, elle avait pour objectif, non pas de donner un bonus parce que les gens prenaient plus de risques, pour récompenser le bon travail, etc. La prime, elle était explicitement pensée pour retenir les gens dans l'emploi. Et c'est pour ça, comme on dit, on parle d'une logique d'activation de la main-d'œuvre. L'action gouvernementale est d'abord pensée pour s'assurer d'avoir une main-d'œuvre suffisante et faiblement rémunérée. Donc, voilà. Je repasse la parole à Guylaine. Oui, donc quand on regarde là, tout ça, en fait, les répercussions sur les conditions de travail, Yannick en a parlé un peu, mais clairement, l'action publique a précarisé davantage, donc des conditions de travail qui étaient déjà précarisées durant la pandémie. Ça, c'est notre constat, c'est clair. Les répercussions, par exemple, de tirer vers le bas les conditions salariales, bien, si on considère que toute personne peut faire le boulot parce qu'il y a une bonne volonté de le faire, bien là, ça tire vers le bas. Donc, il y a tout ça. Par contre, quand on a regardé dans notre étude, on a été au-delà de l'action publique. On a aussi vu dans les organismes, donc dans la gestion interne des organismes, comment ça s'est passé. On a quand même, puis on doit le nommer, on a vu certaines améliorations temporaires des conditions de travail. Souvent, dans les améliorations temporaires, on a vu de tout. Là, hein? On a vu des cartes cadeaux à l'épicerie, à des bonus, à des primes COVID. C'est vraiment éclectique, je dirais, là, ce qui est arrivé. On a vu, par contre, que ça n'a pas toujours été décidé de concert avec les travailleurs, travailleuses. Donc, ça venait vraiment du conseil d'administration ou de la direction ou coordination. Et que c'était plus comme une forme de reconnaissance. Donc, par rapport à l'amélioration des conditions de travail, on n'était pas tant là-dedans que de reconnaître le travail qui était effectué. Et on doit remettre en contexte que durant la COVID, bien, des primes COVID, il y en avait partout. Le communautaire, on n'a pas eu la même... disons, ça n'a pas été mis avec un programme gouvernemental à part pour le PIRT qui était très, très temporaire puis qui s'adressait spécifiquement à quelques travailleurs qui étaient vraiment faibles revenus et aussi dans certains secteurs, comme on disait tantôt, ciblés essentiels. Donc, c'était vraiment pas pour l'ensemble du communautaire, bien que quand ça a été nommé, on reconnaissait que le communautaire avait des conditions de travail précaires, du moins au niveau salarial. On a quand même vu dans certains cas une amélioration pérenne des conditions de travail. Souvent, c'était parce qu'il y avait un refinancement. Donc, il y a certaines organisations, certains secteurs qui ont eu un financement à la mission, donc un financement récurrent qui a été augmenté durant cette période de pandémie-là. C'est clairement pas encore suffisant. Là, on l'a vu par rapport au budget qu'il y avait eu en 2020, mais en 2022, le budget, ça a été un peu la même chose. Là, ça a été une déception pour certains secteurs communautaires. Mais il y a des organismes qui en ont reçu et qui ont eu une amélioration des conditions de travail
travail. Par contre, ce que nous, on a vu qui est important de soulever, c'est que souvent, c'est autour de préoccupations gestionnaires que ces améliorations de conditions de travail-là se font, c'est-à-dire que c'est dans le discours sur le recrutement, la rétention. Donc, c'est des gens qui nous disaient, on a beau l'afficher, le poste, on n'a personne qui postule, on n'a reçu aucun CV et donc, on va améliorer les conditions de travail au niveau des conditions salariales. Il y a encore des tensions, il y a encore des enjeux sur des CA qui sont peut-être pas encore rendus à vouloir, disons, à voir l'importance de l'amélioration des conditions de travail parce qu'on est encore un peu dans cette logique de c'est pour la mission qu'on est impliqué, donc de dévouement par rapport à ça. Une autre chose sur la répercussion des conditions de travail que je pense qui est vraiment important, c'est de parler de la surcharge de travail puis de l'épuisement professionnel. Pourquoi? Parce que durant la pandémie, ça l'a monté en flèche le nombre d'épuisements professionnels qu'il y a eu. Du moins, nous, dans notre étude, on a eu de très nombreux cas de gens qui nous disaient que soit eux, soit leurs collègues, des gens qui disaient que c'était un roulement, donc chaque personne part en congé de maladie à tour de rôle parce que la charge de travail, elle est grande, mais aussi, et je pense que c'est important de le nommer, à cause que les travailleurs et travailleuses étaient dans une situation où ils étaient témoins du filet social qui était en train en fait, qui était plein de trous, qui était en train de s'effriter. Donc, de réaliser que si moi, je demande des meilleures conditions de travail, si moi, je mets une limite à mon nombre d'heures de travail, par exemple, que je ne prends pas une personne quand j'ai terminé mon chiffre de travail pour intervenir avec cette personne-là, il n'y a aucun autre endroit où cette personne-là va pouvoir aller parce qu'on voit la désorganisation du réseau public, parce qu'on voit le manque de ressources. Et donc, c'est cette charge mentale-là. Il y a des intervenantes qui nous disaient je suis angoissée avant de faire l'intervention parce que je le sais que la personne va peut-être me demander une ressource puis que j'ai aucun endroit où je peux la référer. Donc, c'est ça cette charge mentale-là qui était très importante. Et donc, les gens nous ont nommé que l'épuisement professionnel, ce n'était pas nécessairement toujours autour de la surcharge effective, concrète de tâches supplémentaires qu'ils ont à faire, mais bien de cette charge-là qui est présente. Et pourquoi je vous parle de ça? Puisque dans notre première étude, quand on a commencé, on parlait très, très peu des conditions de travail dans les organismes communautaires, disons de manière générale. Il y avait certains organismes, comme Romain disait, qui étaient syndiqués, mais de manière générale, ce n'était pas un discours ambiant. Alors qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Mais il reste qu'il y a quand même encore certains obstacles à la résistance puis à l'organisation des travailleurs et travailleuses dans le communautaire. Je vous les nomme assez rapidement. C'est nos pistes de réflexion puis c'est nos études qui sont en cours en ce moment, donc celles qu'on commence, là, nos prochaines recherches. Mais donc, les trois premiers, je vais faire ça assez vite. Je pense qu'on en a parlé dans la première présentation, mais ce dilemme conditions de travail versus mission, la posture de témoin, comme je vous dis, d'un filet social, le dernier maillon d'un filet social qui est effrité, et la culture de vocation qui inclut l'attachement aux valeurs, mais qui inclut aussi les pressions des pairs et des gestionnaires pour le dévouement. Donc ça, on le garde en tête. Mais le point sur lequel j'aimerais venir, c'est le conflit anticipé entre le modèle syndical et le milieu communautaire. Donc, dans la première présentation, on en parle un peu, mais dans le communautaire, il y a cette tension-là. Je l'ai vu dans plein de présentations où j'ai été parler des conditions de travail. On a l'impression que le modèle syndical ne s'applique pas au milieu communautaire parce qu'il y a cette idée que dans le communautaire, on a des pratiques gestionnaires qui sont plus participatives, des modes d'organisation qui sont plus horizontales. Et quand on pense à syndicalisme, on pense à un syndicalisme traditionnel qui va mettre en opposition les travailleurs avec les gestionnaires. Donc, par exemple, travailleurs avec le CA de l'organisme. C'est la vision qui est mise de l'avant. Puis il y a plusieurs gens qui nous ont dit, moi, mon CA, même si on a des négociations collectives, ils n'auront pas plus de ressources. Donc, il y a cet enjeu-là. Dans les organismes qui sont syndiqués, il y en a beaucoup qui sont où il y a eu des conflits avec la direction, la coordination ou encore avec le CA. Dans ce cas-là, la syndicalisation, les travailleurs nous ont dit oui, ça fait sens, mais de manière générale, ils le voient peu comme un levier qui permet d'améliorer leurs conditions de travail. Moi, je tiens quand même à nommer que cette illusion, si on veut, que tout passe par la gestion participative. On doit quand même garder ça en tête que la gestion participative dans les organismes que nous, on a vu, lorsque c'est mis en place, c'est beaucoup autour de la mission, des activités et des services, mais peu autour des conditions de travail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens, lorsqu'il y a, par exemple, une place sur le CA qui est une personne issue de l'équipe de travail ou représentante de l'équipe de travail, lorsqu'on leur dit, là, on va aller parler des conditions de travail, on leur dit, il faut que tu enlèves ton chapeau de travailleur-travailleuse ou tout simplement, on fait un huis clos. Donc, cette implication-là, ce n'est pas toujours le cas. Je vais passer très rapidement à ma dernière diapo parce que je vois le temps qui file.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, puis on pourra revenir sur les obstacles là, dans la période de discussion, mais malgré tout, il y a quand même là, des mouvements, il y a quand même des résistances qui s'organisent. On a vu dans la pandémie beaucoup de prises de parole, autant des regroupements autour des conditions de travail que autour des travailleurs et travailleuses qui eux-mêmes ont pris la parole. Ces prises de parole-là vont au-delà d'un appel à un financement du communautaire, alors qu'au début, c'était vraiment ça qu'on voyait. Là, maintenant, on remet en question aussi certaines pratiques gestionnaires dans l'espace public. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à voir. Aussi, la diversité des formes d'organisation qui existent. Donc, tantôt, je vous parlais disons, de l'image qu'on a du syndicalisme traditionnel. Il y a des groupes qui se syndiquent, comme tantôt, on a parlé de STIC-CSN. Il y a le IWW aussi, qui est une autre forme, donc qui ne s'inscrit pas dans un cadre juridique légal. Donc, on en a parlé aussi. Mais on a vu l'ATACA, donc une association de travailleurs et travailleuses qui était faite en affiliation avec une organisation syndicale. Le collectif de travailleurs aussi, nous sommes le premier lien. Puis, encore une fois, il y a les regroupements qui sont là. Et on doit aussi réfléchir à la résistance des travailleurs aussi comme pouvant être une résistance qui est individuelle. Donc, nous, dans les entretiens qu'on a faits, il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé qui changent d'organisme pour améliorer leurs conditions de travail tout en restant dans le milieu communautaire ou encore qui quittent aussi. Donc, là, je dis ça très, très rapidement, mais je pense qu'on pourrait réfléchir aussi plus largement par rapport à ça. Donc, voilà. Merci.